Il y a quelques mois de cela, oui ça fait un petit moment, nous avions parlé de l'histoire entourant la mise en service du Léopard 2A4. Dans cette vidéo, les versions 2A0 à 2A4 furent passées au peigne fin en concluant sur les évolutions en 2A5, 2A6 et 2A6M. Seulement, vous vous doutez bien que ces évolutions ne sont pas arrivées en claquant des doigts. Si nombre d'entre vous connaissent ces versions améliorées du 2A4, très peu savent en réalité comment elles sont arrivées là. L'objectif du jour est donc d'aborder le programme KWS et ses différents niveaux qui mèneront à ces dites évolutions. Tout d'abord, commençons par remettre un peu de contexte. Comme expliqué dans la précédente vidéo, la mise en service du premier Léopard 2A4 a lieu en 1979. À cette époque, le véhicule est au-dessus de tout ce qui se trouve face à lui. Cela comprend les blindés occidentaux, mais aussi et surtout les blindés du pacte de Varsovie. Son armement de 120 mm, sa puissante motorisation, sa conduite de tir moderne et sa protection en font théoriquement le meilleur char de combat sur le champ de bataille. Le problème est que comme tout véhicule se basant sur la technologie, celui-ci finira par être dépassé à un moment ou un autre. Si en 1979 aucun problème ne se pose, les différentes améliorations de T72 et de T80 au fil des années vont entraîner côté allemand une réflexion dès 1984 sur une potentielle amélioration du Léopard 2A4. Le véhicule est alors en service depuis à peine 5 ans. Si cette réflexion semble précoce par rapport à la vie vécue par le char, il faut bien se rappeler qu'un programme d'évolution peut prendre de nombreuses années en fonction de son envergure. 5, 10, 15, voire même 20 ans. La réflexion initiée en 84 s'axe autour de 3 grandes thématiques. La puissance de feu, la protection, les communications et la chaîne de commandement. La puissance de feu vise à faire face aux blindés ennemis futurs et à leur protection toujours plus importante. La protection vise à l'inverse à faire face à la puissance de feu ennemie croissante. Enfin, les communications et la chaîne de commandement visent à améliorer l'efficacité du char sur le champ de bataille. Ces thématiques seront développées jusqu'en 1987, année où les choses sérieuses commencent avec l'introduction d'un homme en particulier, Paul Werner Krapke. Monsieur Krapke est considéré comme l'un des pères du Léopard, c'est lui qui va imaginer et concevoir sur le plan technique les différentes améliorations possibles du char autour des 3 grandes thématiques. Ces travaux serviront de fondation aux différentes évolutions qui seront apportées par la suite. Le programme KWS, débuté à travers les réflexions de 84, commence donc à voir le jour à partir de 87 avec le début des études techniques. En 1988, la Suisse et les Pays-Bas, pays alors utilisateurs du Léopard, prennent part au projet. Si les études se déroulent alors sans souci, plusieurs événements vont venir les perturber fin des années 80, début des années 90. Vous savez tous de quoi je parle, chute du mur de Berlin en 89 et implosion du bloc soviétique en 91. Ces événements qui vont forcément directement impacter l'Allemagne en feront de même avec les programmes d'armement en cours. Comment ? Eh bien avec ce que beaucoup de pays regrettent aujourd'hui d'avoir signé, les fameux dividendes de la paix. Pour faire court, les dividendes de la paix sont une réduction drastique des budgets de défense des grandes armées mondiales après la guerre froide. C'est ce qui en France a transformé le budget des armées en budget des allocs. Bref, je m'égare. Ces dividendes de la paix vont entraîner le report ou l'arrêt pur et simple de plusieurs projets en Allemagne, comme celui du Marder 2 ou du Panzerkampfwagen 2000 MBT. Le programme KWS sera bien sûr également impacté, avec un passage de 699 chars modernisés à seulement 350. Sachant que l'ensemble des améliorations prévues ne seront pas apportées dans l'immédiat, toujours pour la même raison. Malgré la réduction du nombre de véhicules, les travaux se poursuivent. L'abandon du Marder 2 et du 2000 MBT permettant de libérer du budget et des ressources. De fait, le programme KWS devient le programme central de l'industrie de défense allemande à cette période. Quelques années plus tôt, en 1988, la structure du programme fut définie sur 3 niveaux suivant les 3 grandes thématiques de 1984. Le KWS1 se concentrera autour de la puissance de feu, le KWS2 autour de la protection, des communications et de la chaîne de commandement, le KWS3, sûrement le plus fun d'entre tous, autour d'un canon de 140 mm pour une évolution long terme du char, plus une partie communication et chaîne de commandement. Note importante, l'ordre des KWS ne correspond pas à leur ordre de développement, puisque vous allez le voir, nous commencerons par le KWS3. Ces différents niveaux de programme exigeront la mise en œuvre de véhicules servant de banc d'essai pour l'intégration et la vérification du bon fonctionnement des équipements. Pour l'occasion, plusieurs véhicules prototypes seront mis au point. Le premier sera le KVT, permettant l'essai des nouveaux composants, équipements et moyens de communication. Ce KVT sera par la suite renommé IVT suite à l'intégration d'un système de combat tactique. Le véhicule est le même, mais le nom a changé. 3 TVM verront également le jour. Très proches du KVT, ceux-ci seront destinés aux essais de mobilité et d'acceptation de l'armée allemande. Et enfin, un SVT sera lui utilisé pour des essais de tir.
Ces véhicules d'essai serviront principalement pour les KWS 1 et 2 que nous aborderons après le KWS 3 sur lequel on va se pencher en premier. Maintenant que vous connaissez l'existence du programme KWS et de ses différents niveaux, on va pouvoir les aborder un par un en détail en commençant par le niveau 3. Un peu particulier, le niveau 3 se base sur un développement et une mise en œuvre long terme, soit 25-30 ans. Pour situer, à la fin des années 70, début des années 80, les progrès réalisés dans le domaine de la protection sont considérables et dépassent de loin toutes les prévisions établies jusqu'alors. Les blindages composites et réactifs, notamment côté soviétique, mettent sous pression les armées occidentales. Leur utilisation massive sur les T-64, T-72 et T-80 inquiète. Le 120 mm que l'on pensait en avance sera finalement peut-être obsolète plus rapidement que prévu. Afin de remédier à ce problème, plusieurs propositions se présentent. Le développement de munitions de 120 mm plus puissantes, le développement d'un armement de 120 mm plus puissant, le développement d'un armement de nouvelles technologies avec l'utilisation d'un railgun ou canon électromagnétique en français, et enfin le développement d'un canon de 135 ou 140 mm plus puissant que le 120. La première et seconde proposition verront déjà le jour à travers le KWS1 que nous aborderons plus tard. La troisième proposition, jugée futuriste, est clairement inenvisageable même encore de nos jours, au point d'être abandonnée dès le départ. La proposition retenue sera celle du 140 mm qui sera confiée à Rheinmetall. Le développement du 140 mm au début des années 90 posa un réel défi technique. Ce canon, bien plus massif qu'un 120, devait venir s'intégrer dans la même tourelle qui n'était pas conçue pour. La tourelle qui servit de banc d'intégration fut la tourelle T-19, la même tourelle qui fut envoyée aux États-Unis et dont nous avons déjà parlé dans le premier épisode. Bien que complexe, l'intégration dans la T-19 fut un succès. Seulement, en parallèle de cette intégration, un autre problème se posa avec les munitions. Dans le cas d'un 120 mm, l'utilisation d'un chargeur manuel est possible. Un humain qui charge les munitions dans le canon si vous préférez. Sur un 140 mm, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ce problème de poids et de taille de munitions va entraîner l'utilisation d'un système de chargement automatique situé en nuque de tourelle. Ce système va demander d'importantes modifications dans la structure même de la tourelle, allongeant et alourdissant cette dernière. Après des essais sur chevalet, la tourelle sera montée sur un des châssis prototypes de première génération, effectuant des tests de mobilité. En 1995, l'armée allemande décide de lancer un nouveau programme de simplification de son arsenal avec le développement d'une nouvelle plateforme. Ce programme, nommé NGP, vise à la conception d'une plateforme chenillée ultra polyvalente comprenant un MBT, un VBCI, un véhicule anti-aérien, bref, le MGCS avant l'heure est 100% allemand. Le Léopard, doté du 140 mm, basculera donc du programme KWS-3 au programme NGP en 1995. Au sein de ce nouveau programme, le 140 mm ne débouchera sur rien car il s'avérera impossible de stabiliser le canon à un niveau acceptable. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu de ce véhicule, même si des rumeurs laissent penser que Rheinmetall s'en sert toujours pour ses études autour du 130 voire d'un 140. Une petite parenthèse que je vais faire avant de conclure sur le KWS-3 est l'existence d'un second canon de 140 mm développé par le Suisse REAG. Vous connaissez sans doute cette photo qui montre un Léopard 2 armé d'un canon de 140 mm très long, et c'est peu de le dire. Ce canon a été conçu et fabriqué par REAG dans le cadre du KWS-3 allemand. L'idée était de mettre au point une version suisse d'un armement de 140 mm pour le Panzer 87. Ce canon, conçu à partir des connaissances acquises sur la manufacture sous licence des L-44 de 120 mm, était surtout un pari tenté par l'industriel qui voulait se tester lui-même, et collecter quelques données sans chercher un débouché précis. Enfin, l'aspect communication et chaîne de commandement sur le KWS-3 servira surtout au développement de l'IFIS, un système de gestion du champ de bataille aussi étudié à travers le KWS-2 que nous allons aborder dès maintenant. Ce second niveau de programme, qui est le KWS-2, fut la partie la plus importante du programme global. Regroupant deux des trois thématiques, protection et communication, le KWS-2 recevra une attention toute particulière et des moyens plus importants que les deux autres. Si l'étude autour des améliorations du KWS-2 débute dès 1984, leur première intégration n'aura lieu qu'à partir de 1989 avec l'arrivée du premier véhicule d'essai qui est le KVT. Ce véhicule banc d'essai sera basé sur un Léopard 2 A4 issu des 5 premiers lots de production mis en service au sein de la Bundeswehr. Le véhicule immatriculé Y582-391. L'utilisation d'un véhicule de production avait un double objectif. Le premier était de montrer qu'une intégration sur un 2A4 en service était possible.
Si cette modification était possible, cela voulait dire que l'ensemble du parc pouvait être mis à niveau. Le second objectif, bien plus technique, était de disposer d'un véhicule au plus proche de ceux en service, afin de valider les solutions techniques sans divergence avec les véhicules du parc blindé, un problème courant lors de l'utilisation de prototypes dans le développement. Lors de la mise au point du second niveau, peu de contraintes furent imposées aux industriels, hormis le poids ne devant pas excéder 62,5 tonnes. Dans un objectif d'amélioration de la protection, l'idée d'accroître le blindage en modifiant la structure de la tourelle fut envisagée. Une solution lourde et coûteuse qui fut rapidement abandonnée au profit d'un surblindage en kit, beaucoup moins cher et lourd à mettre en œuvre. Ce surblindage nommé D-Technologie offrira au véhicule une nette amélioration de la protection sur l'arc frontal de la caisse, de la tourelle ainsi que sur le toit. Au sein du compartiment de l'équipage, un spoiler ou par-éclat en français sera installé, le but étant d'accroître la protection en cas d'impact perforant le blindage, notamment sur les flancs. Je pense particulièrement aux charges creuses type RPG. En dehors de la protection, qui se résumera surtout à ce kit et au spoiler, d'autres modifications sans lien direct furent effectuées. Ayant en quelque sorte le champ libre, certains industriels en profitèrent pour intégrer des améliorations en lieu et place de systèmes existants. L'ancien système hydraulique de guidage situé à l'arrière droit de la tourelle se verra remplacé par un tout nouveau système électrique EWNA. Ce système présente deux avantages par rapport à l'hydraulique. Le premier est que contrairement à un système hydraulique, l'électricité ne risque pas de fuir, facilitant la maintenance et diminuant le risque de problèmes techniques. Le second est que le système électrique est nettement plus léger, le poids gagné dans la tourelle pouvant être utilisé pour accroître la protection. Plusieurs autres modifications auront lieu en divers points du véhicule, dû à l'ajout du kit de surblindage. L'ancienne trappe pilote pivotante, jugée comme étant un point faible du véhicule, sera remplacée par une nouvelle trappe coulissante, beaucoup plus en cohérence avec la protection frontale. L'optique du tireur MS-15 sera rehaussée afin de ne pas devenir un point faible dans l'armure frontale de la tourelle, le toit étant lui aussi globalement rehaussé dû à son ajout de protection. Le périscope du chef Perrier 17 sera déplacé avec l'ajout d'un système d'imagerie thermique WBG, le but étant d'améliorer son efficacité tout particulièrement de nuit. D'autres modifications plus légères auront lieu avec des améliorations sur la ventilation interne, les barres de torsion et le blindage du périscope chef. Si initialement un Léopard 2 A4 pèse environ 55-56 tonnes, l'ajout de toutes ces modifications fit du KVT un char 7 tonnes plus lourd, à la limite du poids maximal autorisé de 62,5 tonnes. La répartition fut la suivante. 5 tonnes furent ajoutées sur la tourelle, soit 30% de poids supplémentaire, et 2 tonnes sur le châssis, soit 6% supplémentaire. Au global, châssis plus tourelle, les modifications représentèrent une augmentation du poids de 12%, qui durent être supportée par la transmission et le moteur, qui n'avaient pas été retouchés. Plus tard, l'ajout de l'IFIS, dont nous avons rapidement parlé au KWS3, fit changer de désignation le KVT, qui devient l'IVT. Prêté à la Suède suite à cette conversion dans le cadre de la compétition face au Leclerc et au M1A de Abrams en 1994, il servit de banc d'essai à l'intégration de systèmes que l'on retrouvera sur le STRV 122 suédois. L'IVT aurait apparemment été détruit au cours de ces essais sans que l'on possède plus d'informations. Si le KVT et l'IVT ont joué un rôle crucial dans le développement préliminaire du KWS2, ce sont les TVM qui auront effectué le plus gros du travail. Au nombre de 3, les TVM seront répartis en 2 phases qui prendront le même nom que les véhicules. Dans un premier temps, le TVM1 première phase sera constitué de 2 véhicules, le TVM Min et TVM Max. Ces 2 véhicules proviendront de Léopard 2 issus du 8e lot de production. Le TVM Min immatriculé Y907-793 désignera la version avec un minimum de modifications. Le TVM Max, immatriculé Y907-792, désignera la version avec le maximum de modifications. Les 2 TVM seront globalement identiques dans l'aspect. Ce qui va les différencier sera l'utilisation de composants provenant d'industriels différents, ainsi que le degré de modernisation du véhicule. Le TVM Min par exemple utilisera une version améliorée du système de guidage hydraulique, quand le TVM Max utilisera le système électrique identique à celui du KVT. Sur le TVM Max, les optiques chef et tireur, à savoir le péri et l'MS, sont connectés ensemble, permettant une recopie du viseur tireur dans l'optique du chef. Sur le TVM Min, les optiques ne sont pas connectées et la recopie s'effectue non pas dans l'optique, mais sur un écran au poste chef. Le TVM Min ne disposait pas non plus de la thermique WBG, du cache-moyeu en acier et des améliorations de désignation laser effectuées sur le TVM Max et le KVT. A partir de 1992, plusieurs décisions seront prises lors de la conférence de Mannheimer. Cette conférence, regroupant les 3 utilisateurs du Léopard 2,
permit d'établir le nouveau standard du véhicule suite à un examen approfondi des deux TVM entre 91 et 92. De nombreuses solutions techniques seront retenues comme le système électrique de guidage, la thermique WBG pour le chef, le blindage frontal de tourelle, les améliorations du désignateur laser et j'en passe. D'autres améliorations seront remises à plus tard comme le kit de blindage frontal de caisse. Enfin, certaines seront purement et simplement abandonnées pour des raisons économiques comme le blindage de toit ou le spoiler dans le châssis. Suite à la conférence, un troisième char TVM verra le jour. C'est le TVM2 ou TVM Phase 2. Ne comprenant qu'un seul véhicule, le TVM2 avait pour but de sortir un Léopard synthèse des modifications retenues lors de la conférence. Immatriculé Y567056, ce véhicule fait lui aussi partie du 8e lot de production. Sorti d'usine fin 92 début 93, cette version se distingue d'aspect par l'absence du blindage de toit et frontal châssis comme retenu durant la conférence. Les autres points correspondant à ce qui était prévu, blindage tourelle, thermique chef, etc. En 93, après de nombreuses modifications mineures comme des passages de câbles, l'ergonomie interne ou des supports d'équipement, le véhicule est officiellement jugé apte à une mise en service. La modernisation reçoit l'accord d'être mis en application sur 225 Léopard 2A4 qui deviendront des Léopard 2A5, appellation du nouveau standard dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Avant de poursuivre sur le KWS1, il est important de noter qu'un kit de protection alternatif moins coûteux fut proposé. Afin de réduire les coûts de modernisation, IBD proposa un kit de surblindage évitant de devoir déplacer l'optique MS-15 du tireur. Bien que cette modernisation ne fut pas retenue, celle-ci poursuivit son chemin en intégrant de nouvelles technologies comme l'AMAP au fur et à mesure de son développement. Un développement qui finira par payer, donnant naissance au Léopard 2A4 Evolution qui séduira l'Indonésie, Singapour et la Pologne. Le dernier niveau de KWS, le KWS1, se concentra lui sur l'accroissement de la puissance de feu. Dans cet objectif, le développement s'effectuera progressivement et finira par être découpé en 3 étapes. Les 2 premières étapes consistèrent à développer de nouvelles munitions. La 3e étape sera une conséquence de la 2e avec l'allongement du canon. Au lancement du KWS1, l'idée retenue fut d'accroître la puissance de feu en développant 2 nouvelles munitions, respectivement nommées LKE1 et LKE2. L'objectif était de maintenir l'utilisation du canon de 44 calibres tout en étant en mesure de faire face aux nouvelles protections, notamment ERA des blindés soviétiques. La première munition, la LKE1, est une munition que l'on connaît bien car c'est en fait l'OFL 120 F1 utilisé sur le char Leclerc. D'appellation allemande DM43, elle fut développée en collaboration avec la France. Acceptée en service en Allemagne, elle ne fut cependant pas utilisée. A noter que la Pologne se porta acquéreur de cette munition. Si l'Allemagne ne se procura pas la DM43, c'est dû à ses performances sur le canon de 44 calibre L44 jugée insuffisante. Un problème de performance qui ne se présenta pas côté français, le canon étant bien plus long avec ses 52 calibres. Bien que non utilisée, la DM43 eut malgré tout un petit succès. Produite en 2 versions, DM43 et DM43A1, elle fut commercialisée et mise en service aux États-Unis sous l'appellation KEW-A1 et KEW-A2. La seconde raison qui entraîna le désintérêt de l'Allemagne pour la LKE1 est la mise au point de la LKE2. Possédant un barreau plus long, la LKE2 permettait d'atteindre via un canon L44 les performances de pénétration attendues. Le problème est que la munition fut jugée instable sur un canon aussi court. Plusieurs problèmes interdépendants se posèrent donc, une partie complexe techniquement remplie de chiffres et de formules que je vais vous éviter. Après plusieurs mois cherchant à solutionner le problème, les ingénieurs en déduirent que l'augmentation de la longueur du canon était la solution la plus adaptée. L'augmentation de cette longueur fit changer la longueur du tube, le choix d'un canon de 55 calibres ayant été tiré des études réalisées au préalable. La condition pour stabiliser la munition était d'augmenter sa vélocité à la sortie de la bouche. Cette augmentation rendue possible par l'allongement du tube. Quand la vitesse à la sortie du L44 est de 1650 m/s, celle du L55 est de 1800 m/s, un gain non négligeable d'énergie qui se retrouve en phase terminale lors de l'arrivée sur la cible. L'ensemble des essais réalisés autour des munitions et du canon fut réalisé sur le SVT. Ce véhicule, exclusivement dédié aux essais de tir, permettait de tester le nouvel armement en simulant la configuration à venir avec le KWS2. Des ballasts permettant de simuler le poids du nouveau blindage alors en développement furent installés pour étudier la répartition des masses avec le nouvel ensemble. Plus tard, la suite des études furent menées sur 2 Léopard 2A5 modifiés avec le L55. Immatriculés Y810-936 et Y810-938,
il fut renommé dans le cadre des essais EML55/1 et EML55/2. Entre 1997 et 1998, ce sont ces deux véhicules qui permirent de mettre au point la version 2A6. La combinaison entre L55 et DM53 permit d'atteindre les performances qui étaient visées par les autorités de la Bundeswehr, tout du moins dans un climat tempéré. Si le combo fonctionnait à merveille en Europe, un autre problème fit son apparition lors du développement. La DM53 s'avérera inutilisable sous de fortes températures, pas ouf sur le plan opérationnel et pour des ventes au Moyen-Orient. Ce problème obligea Rheinmetall à mettre au point une nouvelle poudre pour sa munition. La DM53A1 correspondra au DM53 rétrofité avec la nouvelle poudre. On conserve la même munition mais on change juste la poudre. La DM63L correspondra aux nouvelles munitions directement produites avec la nouvelle poudre, sans passer par la case rétrofit. Ces nouvelles munitions, bien qu'utilisées sur le L55, pouvaient également l'être sur le L44, mais pas à leur plein potentiel. Malgré tout, de nombreux pays décidèrent de s'orienter sur ce choix en introduisant la DM53A1 et la DM63 pour les raisons énoncées plus tôt. Suite au KWS1 et 2, deux versions de Léopard 2 verront le jour, le Léopard 2A5 et Léopard 2A6. Bien que le 2A5 devait initialement servir de transition en attendant la finalisation du KWS1 pour une conversion en 2A6, il fut décidé de le conserver majoritairement pour des raisons économiques. Ces deux versions de Léopard, aujourd'hui toujours en service dans plusieurs armées du monde, au même titre que le 2A4, seront abordées en détail dans le prochain épisode de notre série sur le Léopard 2.